Bonjour à toutes et tous. Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue sur ce webinaire sur l'intelligence artificielle au service de l'intérêt général. Avant de démarrer, on va attendre 1 ou 2 minutes que tout le monde se connecte. Et je voudrais vous prévenir que ce webinaire va être enregistré, ce qui va nous permettre de le mettre à disposition de toutes les assos ensuite sur notre page YouTube. Alors, on attend 1 minute ou 2. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Je souhaite la bienvenue à Fanny qui est avec nous de la Fondation territoriale comme moi et qui va se charger d'être timekeeper pour aujourd'hui et de récolter vos questions sur le chat. Et je souhaite la bienvenue à Goulven Personic, directeur d'Agoriad, qui va intervenir aujourd'hui, Hugues de Saint-Vincent, fondateur de l'Oasis des Talents, et Meven Merchant-Guidvé, qui est formateur chez Ping, association Ping. Merci à tous les trois pour votre temps. Avant de démarrer, donc ce webinaire est enregistré pour ceux qui n'avaient pas entendu l'information tout à l'heure. Il sera accessible sur notre chaîne YouTube. Et pour le programme, voilà, si vous voyez bien mon écran, on aura donc 2 parties présentées par Goulven sur qu'est-ce que l'intelligence artificielle et en quoi elle peut être utile à vous, associations, quelles sont les bonnes pratiques. Ensuite, on entendra le témoignage de 2 associations locales qui utilisent l'intelligence artificielle, notamment dans le cadre de la recherche de financement par Hugues et par également, donc Hugues, c'est l'Oasis des Talents et également par Bernadette de l'association Asia. Et puis ensuite, on aura une partie sur les risques. Pourquoi il ne faut pas foncer tête baissée dans l'IA et ça, ce sera présenté par Meven. On aura ensuite un temps spécifique pour vos questions de compréhension. Et puis ensuite, on va vous regrouper en sous-groupes. Et là, vous pourrez voilà, exprimer ce que vous avez compris, ressenti de ce qui a été dit et quel est le cas de votre association. Ce sera l'occasion d'échanger sur vos pratiques avec l'intelligence artificielle dans vos associations. Alors avant de démarrer, pourquoi ce thème? Pourquoi est-ce qu'on a choisi ce thème? C'est vrai qu'on entend de plus en plus parler d'intelligence artificielle dans nos métiers. L'intelligence artificielle est partout. Est-ce qu'elle pourrait être aussi au sein de nos associations? C'est une question qui est hyper importante, surtout dans ce contexte où les subventions sont en diminution, les subventions que les associations peuvent bénéficier et également les recherches de financement sont plus difficiles. Voilà, vous entendrez tout à l'heure des témoignages qui vont peut-être vous apporter des conseils pratiques sur ce sujet. J'ai oublié de dire que n'hésitez pas à poser vos questions en utilisant la main sur Teams au fil de la présentation. Il y aura aussi un temps spécifique à la fin, mais voilà, s'il y a une question, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, surtout n'attendez pas, vous pouvez
vous pouvez poser vos questions. Par contre, laissez, si possible, vos micros fermés. Si vous n'avez pas de questions, laissez les micros fermés pour qu'on ait le meilleur son possible. La Fondation Territoriale 44, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc c'est une innovation unique en France. Elle a été créée en 2022 à l'initiative d'une trentaine d'acteurs du territoire qui se sont rassemblés. Donc une trentaine d'acteurs que sont des entreprises, des associations, des collectivités, des syndicats. L'objectif est de réduire les inégalités sur le territoire à grande échelle, et ce par le mécénat. On aime bien s'appeler des facilitateurs de mécénat. On crée le lien entre les entreprises locales et les associations locales pour développer toutes les formes de mécénat, le mécénat financier qui est le plus connu, mais également le mécénat de compétences et le mécénat en nature. On veut être un tiers de confiance, donc vraiment l'interlocuteur qui crée le lien, qui facilite avec des outils de coopération. On utilise l'intelligence collective, la coopération pour décupler notre impact sur le territoire. Et tout ça, ça passe par 3 piliers, 3 types d'actions. On a d'abord ce qu'on appelle le prime 44, le point ressources. Donc ce sont des informations, des webinaires comme celui-ci, tout ce qui permet de sensibiliser, d'accompagner, de former au mécénat pour les associations et également pour les entreprises. Notre deuxième pilier, c'est un soutien à des associations sous forme d'appel à projets chaque année. On soutient 10 lauréats, soit sur une thématique, soit sur un thème plus général, 1 an sur 2. Et chaque année, on a 10 lauréats qu'on soutient de façon avec un accompagnement financier, mais pas que financier. On les accompagne pendant 3 ans. Et dernier pilier, c'est notre espace de coopération. En fait, ce sont des expérimentations. On aime innover autour du mécénat, par exemple sur le thème du mécénat de compétences ou d'autres thèmes. Voilà pour la Fondation Territoriale 44. N'hésitez pas pour mieux nous connaître, à aller sur notre site ou sur notre chaîne YouTube. Je vais passer la parole à Goulven sur cette partie «Qu'est-ce que l'intelligence artificielle?» Merci encore Goulven de ta présence. Eh bien, avec plaisir. Bonjour à tous, enchanté de vous rencontrer. L'idée, c'était de faire en temps record, une petite sensibilisation, donc je ne serai peut-être pas hyper précis, hyper exhaustif. L'idée, c'est de vulgariser, de rendre accessible. Néanmoins, n'hésitez pas à poser vos questions si ce n'est pas clair pour vous. Alors, l'idée, donc, je sais pas si je prends la main ou si tu avances, Pascaline? Merci. Sur le première chose que j'aimerais avoir, l'idée est vraiment d'être dans l'interaction au maximum, donc si vous pouvez me donner, vous, votre, vision, votre, votre définition. Qu'est-ce que c'est pour vous l'intelligence artificielle? Donc soit en flashant le QR code, soit, via le chat, où vous allez, voir apparaître un lien. Tout simplement en mettant les mots-clés qui vous viennent quand vous avez, quand on vous parle d'intelligence artificielle. Alors, est-ce que vous avez bien accès? L'idée est simple, hein, du coup, vous avez entré un mot ou un autre et vous pouvez envoyer. Donc, on a les premiers résultats. Tu peux prendre la main Goulven si tu veux du coup projeter les résultats. Complètement. Hop. Alors, les premiers résultats, on voit qu'on a ChatGPT, un appui, une réflexion non humaine, un gain de temps, un robot, innovation, une inconnue, facilitant, un accélérateur, une aide, simplifié, efficacité. OK. Robot, synthèse, algorithme. Donc en effet, ça c'est des mots-clés qu'on va retrouver, qu'on retrouve beaucoup autour du discours. Peut-être là pour cibler par rapport à ce qu'on voit là aujourd'hui, la notion de robot. Donc souvent quand on parle d'IA et de robot, on a tout de suite la vision Terminator
des robots humanisés qui décident par eux-mêmes d'ôter la vie ou non. Là, sur le sujet en tout cas, et là où nous on se positionne, organisme de formation autour de l'intelligence artificielle, on va pas aller sur la robotique, on est vraiment sur les notions plutôt d'algorithmes, de toutes les mathématiques qui se cachent derrière l'IA et des outils dont on entend tous parler depuis quelques années. Eh ben, merci à tous pour vos réponses. Ça nous permet d'avoir déjà un premier aperçu de ce que ça représente pour vous, l'IA. Je reprends la main, Pascaline, peut-être sur la suite de la présentation. Très bien. Alors, je ne vais pas vous le refaire. On était donc sur la partie qu'est-ce que l'IA pour vous? Alors, j'aime bien commencer avec la notion de ChatGPT. C'est souvent, il ressort. L'IA, ce n'est pas que ChatGPT. Je sais que parfois, dans l'imaginaire, on se dit qu'il y a une intelligence artificielle suprême qui s'appelle ChatGPT parce que c'est l'outil qui a fait le plus gros buzz depuis 2 ans. Mais l'intelligence artificielle, c'est un petit peu plus complexe que ça. Et je vous propose un aperçu sur une frise chronologique. Donc, ChatGPT est arrivé en 2022, mais avant ça, il y a eu énormément de travaux, de recherches. L'idée, c'est que sur le concept, la discipline d'intelligence artificielle, elle est née aux environs des années 1956. Donc, ça ne date pas de 2022. Et on a ensuite eu des évolutions par étapes avec, au milieu de tout ça, des moments où qu'on a appelé les hivers de l'IA. C'est des moments où on a cru que ça allait révolutionner certaines choses et au final, c'est retombé comme un soufflet. Là, il y a eu un questionnement au début de la vague avec ChatGPT, mais si on est aujourd'hui en train de faire un webinaire sur le sujet, c'est qu'on est justement en train de vivre une transformation avec un outil qui est très accessible pour tout le monde. Ensuite, en 1980, on va parler des systèmes experts. Donc là, les systèmes experts, l'IA symbolique, on va être sur les débuts où on commence à exécuter des choses où les systèmes vont tout simplement imiter des décisions donc, qui sont prises par les humains avec une réflexion proche de toujours cadrée par pardon, le, les règles imposées par les humains. Et ensuite, on va avoir l'arrivée du deep learning et un événement marquant qui est la victoire de Deep Blue, qui est donc une IA qui va jouer contre Garry Kasparov, qui à l'époque est le champion du monde d'échecs. Et cette première victoire va marquer un tournant sur la capacité des algorithmes, des systèmes IA à apprendre par eux-mêmes et à ne plus dépendre de règles explicitement données par des humains. Et donc, quand on va parler de deep learning, on va parler de systèmes IA qui ont donc une bonne capacité d'apprentissage. Et ensuite, on a un événement encore plus marquant sur la partie deep learning. Donc, le deep learning, c'est l'apprentissage profond, qui est en 2016 une victoire d'AlphaGo, qui est un outil IA qui vient gagner contre Licidol, un champion du monde de Go, pardon, excusez-moi, de Go. Et c'est là aussi, donc, on estimait que la complexité du jeu de Go n'est pas accessible aux machines. Et avec l'arrivée des deep learning, donc la capacité d'apprendre un apprentissage très poussé des machines, ça a permis de comprendre les stratégies et de jouer contre un joueur professionnel et de le battre. Et pour prendre ce qui est arrivé plus récemment, donc là en 2022, on a ChatGPT qui arrive, où ça fait un grand bruit et on rend accessible un outil IA qui traite le langage. L'idée derrière, quand on parle d'intelligence artificielle, on va parler plutôt de mathématiques, d'algorithmes. Je vais venir détailler ça juste après. Et la particularité de ChatGPT, c'est qu'on est sur une IA qui est capable de venir proposer
des phrases, un ensemble de mots très très cohérents qui ressemblent à ce qui pourrait être une production humaine, sauf que derrière ne se cache que de la statistique, des probabilités très poussées. Et en tout cas, c'est l'outil qui a fait le buzz parce qu'il est accessible et que, comme on parle de langage, à partir du moment où on sait écrire et lire, ça peut être à notre portée de l'utiliser, bien qu'il y ait des usages à développer autour de ça. Alors, peut-être sous forme de questions, pourquoi une explosion de l'IA aujourd'hui? Pourquoi maintenant et pas avant? Eh ben, c'est qu'on a une puissance de calcul qui est absolument, enfin on n'a jamais eu autant de puissance de calcul qu'aujourd'hui. Quand on parle de puissance de calcul, on parle de serveurs. Et quand on va parler de serveurs, se cachent derrière les cartes, les fameuses cartes graphiques, les GPU de Nvidia et d'autres concurrents qui arrivent sur le marché. Meved vous fera un petit laïus autour de l'impact qu'on peut retrouver aussi environnemental de ces serveurs. Mais l'idée, c'est qu'aujourd'hui, si on peut avoir accès à l'IA à peu près partout, c'est parce qu'on a ces puissances de calcul et qu'on peut les exploiter de manière assez facilement. Ensuite, c'est parce qu'on a des algorithmes, il y a une réflexion, une avancée, comme je vous disais, depuis 1956 à aujourd'hui. Il y a eu une très très grosse avancée sur la manière d'approcher l'apprentissage par les machines. Et derrière, il a fallu donc énormément de mathématiques, des statistiques, de la probabilité, et forcément et encore et toujours des humains, des cerveaux humains qui viennent contrôler, vérifier, améliorer ces algorithmes. L'explication de l'arrivée de l'IA aujourd'hui et de l'explosion des usages s'explique aussi par les données. Alors les données dans tous les sens du terme, les données parce qu'il y a eu le web avec l'ensemble des informations accessibles que les IA ont pu ingurgiter pour s'entraîner et la, la, la faculté en tout cas de venir rendre ces données sous une forme accessible aux utilisateurs. Puisque derrière un système d'IA, il faut imaginer quand on prend ChatGPT qui va aller chercher dans le web un ensemble d'informations, on va lui poser une question sur, allez, on va dire l'univers. ChatGPT va aller chercher dans l'ensemble des données qui ont été scrapées, qui ont été téléchargées et analysées par l'algorithme, puis vectorisées. Donc on va aller mettre des relations entre les mots et, et estimer leur poids et construire un ensemble de relations de ces données. Donc quand je vais parler d'univers, le savoir autour du texte, je vais avoir forcément le champ lexical que vous connaissez, donc les planètes, les étoiles, parler d'infini. Et donc tout ça, statistiquement, ça va être relié et ça va donner la possibilité de le lier et de créer un contenu. Mais derrière, c'est uniquement de la statistique très poussée qui se cache derrière tout ça. Et la raison de l'explosion, donc c'est comme je vous disais juste avant, c'est que ChatGPT aujourd'hui, en fait, il suffit de se créer un compte, de se connecter et on peut converser directement avec ces modèles de langage, cette IA qui est capable d'aller chercher dans tout ce qu'elle a pu scraper dans le passé et de manière, pour certains, actuelle, c'est-à-dire d'aller rechercher sur le web en temps réel, avec l'exemple notamment de Perplexity qu'on va voir juste après avec Aïcha et les et de venir tout simplement, voilà, le retranscrire. Pour donner peut-être une définition, notre définition chez nous à Goriad de l'intelligence artificielle, l'idée c'est qu'on va parler d'un ensemble de technologies. Aujourd'hui, les outils que vous utilisez, si on prend l'exemple de ChatGPT, c'est pas juste un seul, modèle, il y a un ensemble d'outils en amont et en aval, qui permet de venir, chercher de l'info,
de la traiter et de venir rendre un résultat. C'est un ensemble de technologies pour nous qui permettent d'automatiser des processus de décision sans la nécessité de formaliser les règles explicites. Et donc, c'est là où on a la distinction avec tout ce qui a pu être fait aujourd'hui en termes de techno, d'algorithmes, d'outils logiciels. C'est que là, on n'a plus besoin de donner des règles explicites pour développer l'outil. On lui donne des données d'entrée et on vient lui demander de nous ressortir des données en- en sortie. Et c'est à l'intérieur que le modèle, que l'IA va venir trouver la solution et associer l'ensemble des réponses en face. Pour dézoomer, donc, tout à l'heure, je vous ai parlé d'IA, de machine learning et de deep learning. Donc, l'IA, c'est une discipline avec à l'intérieur donc, un ensemble de groupes. Alors, il y a des zones plus ou moins discutables en fonction des experts et des grandes entreprises qui vendent plus ou moins des choses comme étant de l'IA. Le machine learning et le deep learning sont des sous-disciplines de l'IA. Et l'IA, on va parler d'un système d'imitation qui est capable de vraiment de refaire, d'imiter de la pensée humaine ou des actions humaines. L'exemple de la réflexion, quand je vais avoir sur ChatGPT mon modèle qui va me poser des mots les uns après les autres, c'est une capacité que nous, on a humaine du langage, de pouvoir mettre dans le bon ordre les mots et de venir communiquer ensemble. Alors, je regarde un petit peu le timing. L'idée aussi, si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas à les partager. Et si jamais, Fanny, tu vois des questions, tu peux me couper sans problème. On va aller un peu sur la pratique. Moi, ce qui m'intéressait aussi peut-être de savoir. Oui, Il y avait une question, je crois, une demande de revenir sur le slide d'avant, si tu veux bien, Goulven, sur le slide où tu avais mis l'IA, voilà. les grands Machine concepts. learning, Ouais. deep learning, on n'a pas bien compris. D'accord. Alors, donc, quand on va parler d'intelligence artificielle, on va avoir il y a des recherches, donc c'est une discipline qui travaille depuis les années 60. Et récemment, donc dans les années 2010, 2016 exactement, pour parler notamment de Deep Blue et AlphaGo, où on va avoir une avancée significative dans l'intelligence artificielle avec le machine learning, ou le machine learning, comme sa traduction l'indique, on va avoir des machines qui sont en capacité d'apprendre. Et ces machines-là, elles vont apprendre sur un ensemble de données. Donc là, on le précise notamment sur des données structurées, c'est-à-dire que la machine va venir s'entraîner sur, si on reprend le jeu d'échecs, elle va jouer contre des humains aux échecs et elle va apprendre à cette stratégie n'est pas payante. Je perds à chaque fois que j'utilise cette stratégie. Et au fur et à mesure des itérations, des tours qu'elle va avoir, elle va apprendre quelles stratégies sont les plus payantes et apprendre à jouer contre les stratégies utilisées aux échecs face à lui. Et la différence avec le deep learning, T'as mis ton micro? c'est une capacité en fait d'aller traiter énormément de données en parallèle. Par exemple, là, le jeu de Go par rapport aux échecs, c'est qu'on a une possibilité de stratégie, de coups possibles, euh, enfin, on ne va pas dire quasi infini, mais très, très, très grande. Et avec l'arrivée donc du deep learning, on a en face de nous des machines qui sont en capacité d'apprendre très, très vite sur des contextes très complexes où il y a plein de données à prendre en compte pour pouvoir prendre des décisions les plus éclairées possibles. Et dans le cas du jeu de Go, d'avoir le coup, la stratégie la plus pertinente par rapport au contexte. Est-ce que ça a clarifié?
Alors, je vais essayer de reformuler comme ça, tu vas me dire si j'ai bien compris. L'IA, Yes. c'est vraiment, on imite. La machine learning, c'est finalement, il y a plein de statistiques qui vient apprendre de ces stats qui fonctionnent le mieux. Et sur le deep learning, là, ça va aller encore plus loin parce qu'il y a toute cette masse de données qui existe, qui est compilée, qui va encore plus loin que ça. Exactement. La vraie différence, en tout cas dans la partie IA, et on retrouve le machine learning qui est grâce à l'apprentissage, grâce aux statistiques, on arrive à avoir des choses très précises. Mais la limite du machine learning, c'est il leur faut énormément de temps pour traiter beaucoup de données. Là où le deep learning va venir être très pertinent sur des, un ensemble de données, une très grande quantité de données pour apprendre dessus rapidement et venir apprendre rapidement et de manière pertinente quelque chose. On va avoir, donc quand on parle de deep learning, on va avoir en fait plein de couches de réseaux de neurones qu'on retrouve dans le machine learning, mais en version simple, qui viennent s'interconnecter euh, pour, euh, pour venir apprendre rapidement de ces données. Je ne sais pas si c'est plus clair. Merci. Ok, top. Donc, pour partir sur la partie concrète, alors, j'avoue que j'ai pas regardé le timing. Pascaline, tu me dis combien de temps il On nous est reste bien, parce je que crois. j'ai. Je regarde Très bien, Fanny, mais je crois qu'on est bien. top. Moi, j'ai une petite question, ne serait-ce que pour avoir une idée dans le chat, vous pouvez juste répondre avec A, B ou C. Est-ce que aujourd'hui, vous avez déjà utilisé de l'IA générative? Donc, quand on parle d'IA générative, hein, c'est l'exemple de ChatGPT, tout ce qui va générer quelque chose, générer une image, générer du texte, de la vidéo. Est-ce que vous avez déjà utilisé d'autres types d'IA, quand on va parler d'IA par exemple prédictive, des IA qui vont pouvoir vous anticiper certaines choses, par exemple la météo, on a de l'IA prédictive qui est utilisée sur la météo, c'est-à-dire que par rapport à des données, donc température, vent, humidité, euh, je suis capable de prédire s'il va pleuvoir, neiger euh, dans dans les semaines à venir, ou encore Pas eu le temps de la faire le point. partie. Goulven, on a une Oui, majorité de A, hein. A, tout à fait, et un peu de C. Ok, donc plutôt des utilisateurs. Alors, c'est intéressant, j'aime bien poser cette question aussi, euh, parce que souvent, vous avez déjà tous utilisé d'autres types d'IA. Je vous prends l'exemple de la vision par ordinateur. Si vous avez utilisé une fois votre appareil photo sur le téléphone pour lire une information, transformer une information texte en photo, en, en texte éditable, euh, l'exemple de Google Lens ou des outils d'OCR, quand on parle de vision par ordinateur, capacité de traduire un texte qui est affiché en texte éditable, c'est un exemple de vision par ordinateur. Ou encore peut-être sur pour donner un exemple concret dont tout le monde a entendu parler, c'est les voitures autonomes. Donc, c'est des voitures qui sont en capacité d'analyser leur environnement. On va parler de vision par ordinateur à ce moment. Ok, donc si vous avez tous déjà utilisé ChatGPT, euh, vous, vous êtes capable de me dire ce qu'est un prompt, j'imagine? Non? Voilà. C'est le texte qu'on Bon, donne à ChatGPT pour qu'il nous réponde? tout à fait. C'est le texte qu'on donne à ChatGPT pour avoir une réponse. Alors, le prompt, je pense que j'ai oublié une slide. Le prompt, tout simplement, ça va être une instruction qu'on va aller donner à ChatGPT ou à n'importe quel autre modèle de langage. Alors là, ce que je vous propose, c'est de venir, de venir jeter un œil directement sur ChatGPT avec un exemple de prompt.
ce que je vous invite à faire, c'est vraiment d'aller vous renseigner sur comment prompter. Le prompt, ça va être à l'usage la chose la plus importante quand vous allez interagir avec des modèles d'IA générative. Euh, Étant donné que si on prend l'exemple de ChatGPT, ça a été entraîné sur énormément de données, il faut être très précis dans la requête pour avoir une réponse qui peut convenir. Souvent, j'ai des utilisateurs qui me disent oui, bon, j'ai essayé, mais c'est pas très pertinent. Je pourrais vous envoyer à l'issue du webinaire dans la communication un petit PDF qui récapitule les bons usages du prompt. Et la version courte, en tout cas, c'est de venir donner un rôle à ChatGPT et de venir lui préciser le contexte. Donc, tout à l'heure, je vous parlais euh, d'univers. Tu es expert en astronomie. Tu me donnes un cours sur la définition des planètes naines et tu me poses des questions pour préciser mon sujet. Donc tout simplement, je vais avoir donc mon prompt où je vais venir lui demander de prendre un rôle et lui poser la requête. Là, c'est vraiment la structure de prompt la plus, euh, la plus simple. Ensuite, si vous avez des besoins plus ou moins complexes, c'est important en fait d'avoir l'expertise métier, si je puis dire. Si on prend l'exemple des appels à projets dans, sur des sujets spécifiques, c'est important de comprendre quel est le sujet, quels sont les besoins, les termes à employer. Et c'est là où le fait d'être expert sur son sujet vous rend pertinent plus que quelqu'un qui ne va pas être en expert sur le sujet. Et c'est là où vous pouvez aussi utiliser ChatGPT pour vous rendre expert sur un sujet, entre guillemets, en me disant bah, je ne connais rien à ce sujet, est-ce que tu peux m'aider pour, euh, pour gagner en connaissance là-dessus. Donc, c'est juste pour vous montrer, même si vous avez l'air d'avoir déjà tous utilisé une première fois l'IA générative, et peut-être Goulven, pour... Oui, petite question parce que je vais parler pour mon expérience. J'ai déjà utilisé ce ChatGPT, mais je ne lui ai jamais formulé les choses de cette façon, n'ayant aucune expertise sur le prompt. Et ma question, c'est, ça veut dire que ça change quelque chose de lui dire qu'il est expert d'un sujet avant de lui poser la question sur un sujet? En quoi ça change la donne du fait que finalement, il part de toutes les données de masse qu'il peut avoir, en fait. Donc ça, c'est ma question. ok, top. Alors, c'est pas du hyper précis pour des scientifiques, mais ça permet de comprendre. Faut imaginer que quand vous faites une requête à ChatGPT, c'est comme si vous faisiez une requête sur Google, bien que ce soit deux choses distinctes. Et que quand ChatGPT va créer sa réponse, il va aller rechercher dans les pages web, c'est pas exactement ce qui se passe, mais c'est pour vous faire comprendre. Il va aller chercher dans les pages web tous les termes, toutes les pages web en fait, où il va retrouver le, le sujet. Je vais prendre un exemple parce que c'est toujours plus facile de parler d'exemple. Je reprends mon exemple d'univers. Il va aller me chercher tout ce qui est autour de l'univers et il va me faire une moyenne et statistiquement, il va me poser des mots les uns après les autres en prenant en compte de la structure de ma langue, la langue française, en prenant en compte plein de choses. Et si je lui pose la question de est-ce que tu peux me donner un cours sur l'univers versus tu peux me donner un cours, toi en tant qu'expert sur l'univers ou expert formateur sur l'univers, eh ben, il va aller concentrer ses recherches sur des pages dédiées d'experts sur l'univers. euh, et c'est là où le retour sera plus précis et répondra à plus précisément à votre besoin.
Et de la même manière où je vais lui demander, là, je lui dis: «Tu es expert sur ce sujet, donne-moi un savoir», je vais pouvoir le positionner à: «Tu es expert tu es expert, comptable, heu, dis-moi, quelles sont les méthodes, à garder pour, contrôler ma comptabilité sur ces années-là». Et en fait, c'est un des exemples. Il y a plusieurs manières, d'aborder le prompt, mais c'est un des exemples assez faciles et accessibles où quand vous allez parler, avec une IA conversationnelle, c'est de lui donner un rôle et de lui mettre le côté, «tu es expert», pour aller, chercher un niveau de précision, un niveau d'exigence dans les réponses qu'on peut donner. Merci beaucoup, Voi Kulven, pardon. Est-ce que tu avais terminé ta partie? Je ne sais pas s'il te restait une ou 2 slides? Ouais, peut-être petit laïus et ça fera le lien aussi avec, certaines, choses sur lesquelles vont enchaîner nos confrères. Alors, hop, pardon, on était par ici. C'est l'aspect, sécurité. Quand vous discutez avec, ChatGPT et les grands outils de nos géants GAFAM même, attention à être attentif à ce que vous donnez. Donc là, je vous parle d'IA Act. L'IA Act, c'est, un exemple aussi sur les usages. Dans quel contexte je peux utiliser, l'IA? Tout ce qui va être, de l'ordre de identifier une personne, mmh, l'IA Act va cadrer, ces choses-là. La particularité de l'IA Act, c'est qu'il est européen, donc on sait que nos géants américains ou chinois qui travaillent énormément sur ces sujets d'IA, s'engagent, heu, à respecter, mais dans les faits, il peut y avoir des questions là-dessus, donc c'est bien d'être attentif aussi à à ce que vous mettez comme type de données et je laisserai, Maven, aller plus loin sur cette réflexion. Surtout, le seul, chose que je peux vous dire, si vous utilisez ChatGPT, dans votre contexte pro, associatif, ou personnel, évitez tout simplement d'aller, lui donner un nom, un prénom, une adresse mail, des adresses et des informations où on peut déduire l'identité d'une personne. Et je m'arrêterai là-dessus pour laisser la main, aux collègues. Merci beaucoup, Gulben. Je vais reprendre la main. On va maintenant avoir, une partie, plus expérimentale, moins théorique, sur, l'expérience de 2 associations, qui utilisent encore, l'intelligence artificielle. On a Hugues qui va, nous témoigner comment il l'utilise pour l'Oasis des talents et on a également Asia qui a voulu témoigner, qui a malheureusement pas pu être, présente au webinaire, mais qui nous a laissé une vidéo que je vais vous partager maintenant. Et je veux bien que vous me fassiez signe si vous entendez bien le son de la vidéo. OK. Ouais. Temps de chargement. Voilà. Non? Apparemment, vous n'entendiez pas le son, c'est ça? Ouais, on n'a pas le son. Pas le son. OK. Hop, je reprends. Je reprends. On refait un essai. Asia est une association qui accompagne les oubliés du numérique en leur proposant un système simple, adapté et peu onéreux. Pour se financer, Asia répond à de nombreux appels à projets et utilise l'intelligence artificielle pour l'aider à répondre aux questions posées. Au départ, il faut disposer de l'application Perplexity.ai et de l'extension Reader de Firefox. Voici comment. Je lance l'application Perplexity.ai et dans la ligne de recherche,
j'écris ma question. Quel est le rôle de la Fondation territoriale 44? Et je clique sur la flèche bleue. La réponse s'affiche. Elle donne d'abord les sources et ensuite la réponse elle-même. Et vous pouvez constater qu'elle est bien construite et qu'elle a su synthétiser les informations qui figurent sur Internet. En descendant à la fin du texte, vous pouvez cliquer sur le bouton « Copie », ce qui vous donne le texte que vous pouvez ensuite modifier, améliorer, copier-coller. Et puis, avec le raccourci Alt-P, Kinderwohn de la Fondation territoriale 44, Kinderwohn de la Fondation territoriale 44. La Fondation territoriale de Loire-Atlantique, FK 44, je m'invoque dans la promotion et la facilitation du lycée. Vous pouvez ainsi entendre la lecture du texte, ce qui est intéressant notamment pour les personnes déficientes visuelles. Au revoir. Bonne continuation. Voilà pour le témoignage de Asia. Et je vais te laisser rebondir, Hugues, du coup, sur ce témoignage. Je te laisse la parole. Canon, merci beaucoup. Bonjour à tous et toutes. Donc peut-être juste en 3 minutes, moi je suis cofondateur d'une jeune association qui a même pas 18 mois, qui s'appelle l'Oasis des Talents, et donc qui accueille des enfants en situation de handicap dans un lieu qui est à l'ouest de Nantes. Moi j'ai un peu une conviction, c'est que c'est important pour les associations au début et au fur et à mesure qu'elles grandissent de se concentrer sur 2 choses. La première qui est un peu évidente, mais je trouve parfois bonne à rappeler, c'est servir ses bénéficiaires. Donc, être clair sur qui sont vos bénéficiaires et ce qu'ils attendent de l'association ou ce que vous leur promettez. Et la deuxième, c'est de chercher des fonds pour que l'association tourne bien, puisse se professionnaliser, puisse grandir et puisse réaliser au mieux sa mission. Et donc un peu dans ces 2 perspectives, nous on s'est un peu demandé, donc on est au départ on l'a créé à 2, ma femme et moi, puis il y avait des bénévoles, des intervenants professionnels, puis là une coordinatrice et des services civiques qui nous ont rejoints. On s'est demandé comment l'intelligence artificielle pouvait nous aider, à quel niveau. Et on a identifié quelques possibilités qui sont propres à nous, mais moi, ce que je vous invite à faire, c'est lister vraiment, vous prenez votre agenda, vous regardez une semaine, vous listez toutes les tâches que vous faites habituellement, ou un mois, peu importe. Après, la taille de votre association peut vous dire aussi si vous avez déjà des services, des métiers, etc. Les gens peuvent affiner sur leurs responsabilités, leur mission, leur métier. Et nous, donc, on a identifié 2-3 cas où on a essayé de creuser des choses. Le premier, c'est effectivement la recherche de fonds avec le fait de répondre à des appels à projets. C'est un peu ce que je vais vous présenter juste après. Camille, donc notre coordinatrice, et les services civiques utilisent beaucoup pour répondre à des mails de famille, pour communiquer, pour faire des posts LinkedIn, voilà, c'est une deuxième typologie. Et la troisième, ça peut être aussi pour préparer des flyers, des visuels, des documents aussi qu'on doit produire, comme je sais pas, les rapports financiers, les rapports d'activité. Ça va assez vite de poser les questions. Donc, comme vous le précisiez juste avant, en fait, tout l'enjeu est de poser les bonnes questions. Donc, c'est ça qui est assez intéressant, je trouve, avec l'IA et qui est quand même bon de rappeler, c'est que pour une des premières fois, les gens les plus compétents pour utiliser une nouveauté ou une innovation, c'est les gens qui ont des fortes expertises métiers, parce qu'il faut quand même savoir quoi demander à ChatGPT. Ça, il ne va pas l'inventer pour vous. Donc, plus vous êtes pertinent dans la demande, plus la réponse va être pertinente, en tout cas selon moi. Et je précise aussi que moi, contrairement à 2 intervenants précédents, je n'ai pas du tout la prétention d'être un expert IA. J'aime bien m'amuser et essayer de creuser des choses, mais bon, voilà. Après ce petit propos introductif, je vais essayer de vous montrer, par exemple, ce que nous, on a créé.
Alors effectivement, il y a cette notion un peu de dire ce que vous attendez de l'IA. Et donc dans la version, nous on a pris une version payante de ChatGPT parce que vous pouvez créer un peu des robots qui vont faire toujours la même chose et à qui vous allez donner une base de connaissances que vous n'allez pas devoir donner à chaque fois, quoi. La base de connaissances ou ce que vous attendez on appelle ça donc des GPT. Vous lui donnez une bonne fois pour toutes, et puis voilà. Alors, donc là, j'ai par exemple créé un petit robot qui s'appelle leveur de dons. Et donc, je lui ai dit, en fait, tu es un expert de la levée de dons depuis. Donc ça, vous lui dites une seule fois, tu es un expert de la levée de dons depuis 50 ans, tu as travaillé pour toutes les meilleures associations de France qui arrivent à lever des dons facilement. Et aujourd'hui, tu travailles donc pour l'association l'Oasis des talents, et tu peux t'inspirer de la base de connaissances. Donc là, je ne sais pas si je peux vous montrer. Non, je ne peux pas. Je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas très grave. Ah oui, peut-être qu'on n'a plus la version payante, mais donc c'est pas grave. Je ne peux pas modifier le GPT, mais voilà, le petit robot. Donc bref, c'est un paragraphe où en fait vous le faites une fois, ça prend quelques lignes. Si je peux, et voilà, donc vous lui dites que c'est un expert et qu'à chaque fois, vous devez préciser aussi ce que vous attendez de lui. Donc là, par exemple, je lui ai dit, moi, à chaque fois, je vais te donner des documents ou des questions d'appel à projet et tu dois y répondre. Voilà. Et donc, on peut tester et vous lui mettez dans les documents votre base de connaissances. Donc, nous, par exemple, on a mis une présentation de l'association, on a mis les statuts, la publication au journal officiel, notre rapport d'activité, notre budget, 2-3 projets, appels à projets auxquels on a déjà répondu. Et du coup, lui, il va aller à chaque fois, pour chaque réponse, chercher là-dedans ce qui va l'intéresser. Il va aller chercher les informations. Là, par exemple, exemple pris au hasard, je vais vous prendre le dossier candidature de la Fondation territoriale 44 là, pour cette année. Donc voilà, vous avez le document vide là qui est envoyé. Et donc, vous lui chargez ça. Vous n'avez rien à dire, normalement, il travaille tout seul. Et donc voilà, il vous dit, donc pour compléter, enfin vous pouvez lire vous-même, je ne vais peut-être pas tout lire, mais voilà. Donc l'avantage de ça, c'est quoi? C'est qu'en fait, bon, je ne sais pas après si vous êtes dans ces enjeux-là aussi, mais les appels à candidature ou les appels à projet, c'est un peu toujours les mêmes questions, mais posées toujours dans un ordre différent et avec des attentes parfois un peu spécifiques où il faut spécifier un projet ou alors il y a des fondations ou des entreprises qui vont vouloir que vous répondiez en 2 lignes, d'autres en 20 lignes, d'autres en 3 paragraphes. À chaque fois, ce n'est pas exactement la même chose. Et là, en fait, ChatGPT, il va prendre en considération ça et donc faire un travail, alors qui est certes très imparfait, mais qui fait quand même gagner énormément de temps et qui peut permettre de passer cette barrière, un peu première barrière, entre guillemets, avant une instruction où là, souvent, vous rencontrez les gens, etc. Et donc, voilà, vous voyez, il est quand même assez fort. Enfin, en tout cas, nous, on la relit, c'est assez cohérent. Voilà, et donc, vous voyez, toutes les questions qui sont demandées, il fait des résumés comme ça, contexte local, jeunesse. Parfois, on découvre des trucs qu'on n'a pas forcément formulés comme ça et on se dit, ah ouais, c'est marrant de proposer ça comme ça. Évidemment, vous pouvez donc faire, comme on l'a vu dans la vidéo, vous faites copier-coller, vous pouvez évidemment modifier. Voilà. Ça, c'était un peu la première chose que je pouvais vous montrer. Et après, une fois je me suis dit, une fois qu'on a toute la base de connaissances, en fait, on peut lui demander plein de choses. On peut lui dire, par exemple, j'ai besoin d'argent pour boucler mon budget 2024. Peux-tu me rechercher 3 appels à projets en cours de fondation, mettons familiale, qui pourraient nous soutenir? Vous voyez bien là? Ouais. Et donc, il sait déjà un peu que nous, on est dans le handicap. Tout ça, on n'a pas besoin de lui rappeler. Il le dit même lui-même. Il dit 3 fondations familiales qui pourraient répondre aux besoins de l'Oasis des talents. Voici Caritas France. Bon, voilà, il y a une petite erreur. Je ne pense pas que ça soit
ça soit une fondation familiale, mais peu importe, il y a aussi des fondations familiales chez Caritas France. La fondation Transdev, bah ça, je lui ai demandé ça la dernière fois. J'ai découvert que voilà, Transdev, j'y avais pas pensé. Et le fonds Handicapés Société, enfin, je connais pas. Il y a des choses qui sont pas pertinentes. C'est pas, enfin, comment dire. Heureusement, moi, j'ai envie de dire que c'est pas tout n'est pas. Ça veut dire que c'est pas si parfait que ça et voilà. Mais souvent, ça peut donner des idées. Vous pouvez lui demander qui contacter chez ces fondations. Vous pouvez lui demander sur la base des documents de la base de connaissances, peux-tu me générer, je ne sais pas, là c'est la fin d'année, donc un texte de newsletter pour aller chercher des donateurs particuliers en cette fin d'année avec une image d'enfant de l'association, mettons. Voilà, donc il faut vraiment, voilà, offrir un Noël. Bon, je ne sais pas si c'est pertinent, pareil, mais ça donne, je trouve que l'avantage, c'est que ça, enfin, moi, j'aime bien ça. Après, ça dépend, mais ça peut donner des idées. Ça peut donner des idées. Après, comment dire, on peut s'en saisir ou pas, mais je trouve que par rapport au temps investi, que ce soit pour paramétrer le truc ou pour là l'utiliser, vous voyez, peut-être en 10 minutes, j'ai posé 3 questions. Je trouve que ça donne toujours un peu des idées. Ça permet aussi de se renouveler. Ça permet d'apprendre des choses. Moi, je trouve ça toujours intéressant. Et ça permet de donner des idées aussi au-delà de ce qu'on pourrait faire ou de comment on pourrait écrire les choses, de personnes à contacter, de réseaux à développer, etc. Peut-être je m'arrête là, je suis pas. Merci Hugues, effectivement, le temps est écoulé si on veut un peu respecter le timing et en plus on a quelques questions si je peux te les poser. Alors sur le coup de ChatGPT, je vois que Goulven a répondu, on est plutôt 20 € par mois. On est d'accord, moi si je comprends bien, les pièces jointes, tant que tu as la version pas payante, en fait, tu ne peux pas les mettre. Et quand tu as la version payante, c'est là où tu peux aller plus loin justement avec tout ce que tu viens de nous présenter, c'est bien ça? Alors, c'est pas exactement ça, c'est juste la différence. Alors, il y a des différences aussi au niveau enfin, qui est communiqué au niveau de la sécurité des informations, ce qui est donné, etc. Vous pouvez donner des pièces jointes, c'est-à-dire vous pouvez juste aller sur ChatGPT et dire voilà quelques documents. Là, j'ai besoin que tu m'aides à lever des fonds. C'est juste que vous devez le réécrire à chaque fois. Là, l'avantage, c'est que c'est paramétré une bonne fois pour toutes et qu'il y a aussi une sorte de mémoire où l'IA, au fur et à mesure, va adapter la réponse en prenant en compte toutes les réponses et tous les travaux que je lui ai demandé ou qu'on lui a demandé depuis 1 an ou depuis 6 mois, enfin depuis qu'on l'utilise comme ça. Donc il y a une forme de mémoire qui fait que à chaque fois, ce qui est proposé est peut-être un peu plus fin, un peu plus détaillé, un peu plus pertinent, mais c'est tout à fait possible sur la version gratuite de le faire. C'est juste qu'il faut réexpliquer un peu à chaque fois. Après, vous pouvez garder un copier-coller quelque part dans un document Word sur votre ordi, et donc le remettre à chaque fois, c'est pas non plus infaisable. Et d'ailleurs, pour démarrer, voilà, il n'y a peut-être pas forcément besoin de prendre la version payante, mais voilà, si vous avez un usage quotidien, c'est peut-être bien. Très bien. Et alors, j'ai une question aussi sur les infos personnelles. Est-ce que tu as des informations personnelles potentiellement dans tes dossiers que tu télécharges, dans les données que tu fournis à ChatGPT? Parce qu'il y a une question là-dessus de Camille pour savoir est-ce qu'il n'y a pas une façon de faire pour supprimer ces données s'il y en aurait, ou est-ce qu'il n'y a pas de gemme en termes de sécurité? Bah, j'avoue que ça, enfin, moi, j'en sais rien et j'invite, enfin, c'est ce qui a été dit un petit peu avant, j'invite à la prudence. Après, nous, on n'a pas d'infos sur nos adhérents, on n'a pas, outre les statuts, peut-être il y a comment dire, les noms des gens de notre bureau ou voilà, des choses comme ça, mais qui par ailleurs sont publics, enfin, voilà, sont trouvables dans nos statuts, dans nos PV d'AG, de conseil d'administration et tout ça. Voilà. Donc c'est toujours un peu pareil. C'est le gain de temps versus le risque potentiel. Bon, là, les infos qui sont dedans, en l'occurrence, c'est pas très très risqué. Enfin, selon moi, hein, mais nous, on est aussi une petite asso, comment dire, enfin, je sais pas comment dire, mais on n'a pas encore les enjeux
on doit évidemment faire attention. Je dis pas qu'il ne faut pas faire attention, mais voilà, pour l'instant, moi, ça ne me semble pas non plus ultra risqué. Enfin, si des gens ont des infos sur l'Oasis des Talents, moi, ça ne me semble pas grave, quoi. Il n'y a aucune information personnelle. Merci beaucoup, Hugues. On va passer à la 4e partie de notre webinaire. Méven, je crois que tu as un temps un petit peu raccourci parce qu'on a pris un tout petit peu de retard. Je te laisse la parole. Ça marche. Je ne sais Merci, pas si vous Méven. m'entendez bien. Oui, on t'entend très bien. Super. Bonjour. Peut-être juste pour me présenter en 2 mots et que tout le monde sache un peu d'où je parle. Donc moi, je travaille à l'association Ping. J'y suis chargé de projet et aussi formateur sur les enjeux du numérique. Et l'association Ping, on est une asso qui est basée à Nantes et qui travaille à explorer les cultures numériques et en tout cas essayer de promouvoir l'idée que on peut s'approprier le numérique qu'à partir du moment où on peut tous et toutes le comprendre et se documenter dessus et apprendre à son sujet, et que c'est un peu le préalable si on veut pouvoir prendre collectivement aussi des décisions vis-à-vis de ces enjeux-là. Moi, il y a quelques petits points que je trouvais potentiellement intéressants à discuter aussi, parce que nous, les questions du coup d'impact sociaux et environnementaux des technologies commencent à être de plus en plus discutées. L'impact du numérique au sens large, il est aussi de plus en plus discuté. Il y a pas mal d'ouvrages scientifiques, de rapports, que ce soit à l'ADEME ou dans d'autres organisations qui sont publiées dessus et qui, à notre point de vue, sont préoccupantes. Et le secteur de l'intelligence artificielle, il ne déroge pas à cette règle. Donc je vous ai mis quelques petites captures d'écran, on aurait pu en trouver plein d'autres, sur notamment l'impact environnemental du numérique. Nous, ça nous pose un questionnement quand on se met potentiellement à la place d'associations pour lesquelles l'objet associatif, ça va être par exemple la défense de l'environnement. Est-ce que c'est en cohérence avec les valeurs de ces organisations d'utiliser des outils d'intelligence artificielle? C'est des questions qu'on peut se poser. La capture d'écran de Bloomberg que l'on a sous nos yeux, elle explique par exemple que les émissions carbone de Microsoft ont augmenté de 30%. Je crois sur ces 3 dernières années, notamment suivant leurs investissements dans le domaine de l'intelligence artificielle. Pour faire très très court aussi, ces technologies, elles reposent sur des infrastructures physiques. C'est notamment le cas de ce qu'on appelle les data centers, qui, pour le dire très très grossièrement, sont des espèces de grands centres dans lesquels on va héberger les données qui sont nécessaires à l'ensemble du domaine du numérique. Donc c'est un peu comme, mettons, des sortes de très grands hangars dans lesquels on a tout un tas d'ordinateurs qui vont tourner toute la journée et qui vont nous permettre d'héberger les données. Ces data centers, ils sont consommateurs notamment d'électricité, d'énergie, mais ils sont aussi consommateurs dans leur processus de refroidissement d'eau. Et on a déjà des endroits dans lesquels, alors là je vous ai mis une capture d'écran d'un média qui s'appelle Rest of the World, qui traite du numérique plutôt dans ce qu'on appellerait le sud global, qui nous dit que voilà, il y a déjà des problématiques qui se posent, notamment en Malaisie, autour de l'approvisionnement en eau. C'est aussi le cas en ce moment au Salvador et dans d'autres pays. C'est aussi le cas, et ça commence à être discuté en France, et par exemple dans la région de Marseille, il y a une association environnementaliste qui travaille sur les rivières et les bassins versants, et qui commence à questionner l'impact des data centers de la région de Marseille dans les rivières environnantes. Je ne vais pas faire beaucoup plus long sur le sujet, mais à minima, quand on est des associations, peut-être se poser la question de la conformité des valeurs avec le projet associatif et avec les outils utilisés. Peut-être sur la slide suivante, là c'est un graphique en fait de l'impact des émissions carbone anticipées par Microsoft pour respecter l'accord de Paris. Alors la courbe anticipée, leur plan climat, c'est la courbe verte, et la courbe réelle, c'est ce qu'ils sont en train de faire actuellement, c'est la courbe noire qui est opposée en tout point à la courbe verte. On peut passer à la slide suivante, du coup, si
si tu veux bien, Pascaline. Pour continuer un peu plus sur la question des impacts sociaux, l'entraînement des intelligences artificielles, c'est aussi quelque chose qui demande du travail humain, puisque en fait, pour identifier des données qui sont pertinentes, pour entraîner les grands modèles de langage avant qu'ils soient en capacité de détecter des choses et d'apprendre par eux-mêmes, on est nécessairement obligé de passer par du travail humain. Par exemple, pour reconnaître des éléments dans des images, on va devoir identifier dans des bases de données, par exemple, qu'à tel ou tel endroit, il faut détecter une piscine sur l'image, etc. etc. Là, je vous ai mis des captures d'écran qui illustrent, par exemple, que le canard enchaîné a révélé il y a quelques années que l'administration fiscale qui travaillait avec Google et Capgemini sur un objet qui vise à, en gros, identifier et détecter les piscines dans des vues satellites pour traquer les piscines non déclarées pour le service des finances publiques. En fait, l'algorithme était entraîné par des personnes en sous-traitance à Madagascar. Et les syndicats du coup des finances publiques dénonçaient le fait que ce travail soit d'une part délocalisé à l'autre bout du monde, mais en plus dans des conditions de travail et notamment de sous-paiement des personnes qui n'étaient pas particulièrement reluisantes. C'est aussi le cas pour d'autres types d'algorithmes d'intelligence artificielle, notamment pour la reconnaissance ce qu'on appelle la VSA, la vidéosurveillance automatisée, sur lesquels, par exemple, des tests qui avaient été mis en place par Amazon, on a découvert finalement a posteriori que l'intelligence artificielle reposait sur des centaines de travailleurs, notamment basés en Inde. Et donc voilà, pour des organisations, par exemple, qui auraient pour objet associatif de défendre des projets de solidarité internationale, à minima, c'est des questions, encore une fois, qui peuvent être soulevées. Ce qu'on a discuté aussi avec Goulven, c'est que ça, c'est valable pour les grands modèles de langage, notamment aussi pour des intelligences artificielles qui vont être très, très générales et qui vont essayer d'accumuler tout un tas de données sur tout un tas de sujets. C'est potentiellement moins le cas où ça demande moins de travail humain aussi d'entraîner des plus petits modèles de langage sur des questions plus spécifiques. Et du coup, à ce moment-là, c'est aussi quel choix on fait. Est-ce qu'on a absolument toujours besoin de modèles de langage qui seraient en capacité de répondre à absolument toutes les questions possibles, ou alors est-ce qu'on peut tenter aussi d'intelligence artificielle qui serait spécialisée sur des thématiques très précises et qui ne nécessitent pas forcément le même coût en termes que ce soit énergétique, mais aussi que ce soit travail humain. Voilà pour cette petite partie, puis on peut terminer sur les 2 slides suivantes. Il reste 1 minute ou 2. Ok, je vais faire très vite. On a déjà posé un petit peu la question de la protection des données personnelles et des données des organisations. Juste pour dire qu'une des principales bases de données et qui est utilisée typiquement dans l'entraînement de ChatGPT s'appelle Common Crawl. C'est une base de données qui est réalisé par en fait l'arpentage de tout un tas de pages web notamment et de beaucoup de contenu Wikipédia, mais dans laquelle on sait aussi qu'il y a un certain nombre de livres qui sont protégés par le droit d'auteur qui ont été exploités. Et cette base de données qui est à l'origine notamment de ChatGPT, elle peut poser des questions puisque typiquement il y a des auteurs et des autrices qui ont repéré que leurs ouvrages avaient été utilisés dans le cadre de l'entraînement de ces bases de données sans leur consentement. Et après, voilà, je ne vais pas revenir sur les propos qui ont déjà été tenus par Goulven sur le fait qu'effectivement, bien évidemment, quand on donne des données à ces intelligences artificielles, il va falloir faire attention à d'où viennent ces données et est-ce qu'on a le droit, même ne serait-ce que d'un point de vue légal, de les fournir à ce type d'entité. Et bien faire attention à respecter le cadre légal qu'on a en France et en Europe et notamment le RGPD. Et puis dernier point qui est plus une ouverture, on peut se demander, alors là je vous ai mis un mème qui est une sorte de blague à ce sujet, mais on peut se demander si du point de vue des financeurs, il est connu et admis que les associations remplissent ce type de documents que sont les appels à projets ou les appels à manifestation d'intérêt
avec moins d'intentionnalité, c'est-à-dire par exemple en utilisant des outils d'intelligence artificielle et pas en prenant le temps aussi réflexif nécessaire à remplir ce type de document, bah, ça peut nous poser un peu des questions sur quelle relation on attend, nous, collectivement, entre les financeurs et entre les financés. Est-ce que c'est ce type de relation qu'on a envie d'avoir entre nous? Ça pose aussi potentiellement une question. Pose plusieurs types d'applications, donc d'agents IA qui viennent répondre à des besoins. Et pour mettre derrière la définition d'agent IA, c'est un peu ce que Hugues a fait en fait. Créer son GPT, c'est un agent IA. C'est un terme que vous allez voir exploser dans les mois à venir, à mon avis. C'est un genre de, pas forcément de chat, mais un type d'IA entraîné avec sa vision, ses documents et son contenu. Et apparemment, Movali, ce que proposait Alix, c'est une structure qui propose un accompagnement pour les associations là-dessus, M-O-V-A-L-I. Et sur les craintes et les choses, points d'attention relevés, on a un outil qui vient alimenter, certes, et faire gagner du temps, mais attention parce qu'on réplique toujours le côté, on est toujours dans ce course vers les appels à projets. Donc plutôt la réflexion de Meven, de est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut pour les assos, même si c'est vrai qu'il y a un gain de temps. Et les craintes, donc c'est la vigilance aux droits d'auteur et aux données personnelles, donc à faire à être attentif dans l'usage, de ne pas diffuser ces infos-là. Voilà pour nous. Merci beaucoup, Goulven. Est-ce que l'autre salle veut partager ce qui a été dit dans votre groupe? Qui veut bien se lancer? Et l'autre salle. Yann? Parce que j'ai demandé qui est l'autre salle. Ah, pardon. Si c'est notre salle. C'est avec Goulven. Alors, qui est l'autre salle? Kitri, peut-être? Tu étais dans la salle 1 ou? Ah, j'étais avec Yann et Hugues et Meven. Bah, on n'a pas trop eu le temps. Non, Yann nous partageait son expérience, sa longue expérience de rédacteur et de conseiller, de consultant en fundraising auprès des associations. Et où on partageait le fait qu'en fait, il y allait avoir une tendance quand même, si on fait tout ça, une uniformisation des réponses et de lisser un peu la manière dont on répond. Et Hugues disait que c'était aussi globalement peut-être un système des fondations des appels à projets à repenser parce que le format aussi des appels à projets devient de plus en plus uniforme et pousse les associations parce que ça prend beaucoup de temps et par souci d'efficacité et d'efficience à justement peut-être de tomber un peu dans ces travers. Et donc Hugues disait c'est vrai qu'on préférerait être plus dans la visite de nos locaux, l'échange, mais bon, je suppose qu'une fondation qui reçoit 200 dossiers a ses propres contraintes de traitement des réponses. Voilà, on n'a pas trop eu le temps d'aller beaucoup plus loin que ça, c'est ça, Yann et Hugues et Meven? Ouais. Tout à fait. Voilà. Merci, Kitri. Est-ce que Camille, tu voulais ajouter quelque chose de ce que tu viens de nous partager tout à l'heure? Ton micro est coupé. Qu'est-ce que je peux ajouter qui complète? Moi, je rejoins un peu la crainte sur l'uniformisation des données. Je me dis, waouh, quand même, il y a tout un domaine à explorer et il faut en fait passer un petit peu de temps, investir un petit peu de temps maintenant pour pouvoir bien utiliser et gagner du temps derrière. Et j'avais une crainte sur effectivement d'avoir des résultats qui revenaient un peu identiques d'une fois sur l'autre. Et là, en échangeant avec Fanny et Pascaline, la réponse est mais ChatGPT a des réponses, donne des résultats différents à chaque fois qu'on pose une question. Je ferai le test. Oui, mais je crois que enfin, moi, j'avoue que je suis arrivée en retard, donc j'ai pas pu. Oui, je crois que c'est très, très, très personnalisé, très adapté et très innovant, en fait. Hein. C'est pas du tout un truc. Moi, sur les images, aujourd'hui, c'est un peu les mêmes choses partout. On se dit, ah, ça, c'est une image qui sort de l'IA, quoi. On le voit, je trouve, on le perçoit. Oui, mais là, moi, je teinte ce discours sur. C'est la manière de prompter. C'est quand je vais questionner le modèle. Vous prenez un photographe hyper expert qui va être dans un niveau de détail de génère-moi une photo hyper réaliste avec une contre-plongée et avec un jeu de couleurs où on respecte les ombres, etc. Versus fais-moi une image classique.
Ce qui se ressemble, c'est quand les prompts sont peu travaillés. Là, il y a une Oui. homogénéité qu'on retrouve. Mm. Mais oui, en effet, Ouais, ça peut être personnalisé. Et je rajoute le warning peut-être aussi, dont on n'a pas parlé, mais c'est attention, il y a des hallucinations, hein. Il faut relire, il faut contrôler. Il y a des mots parfois que vous allez voir apparaître à un endroit. L'exemple était fais-moi une recette de plat à base d'œufs de vache. Il est capable de vous faire une recette à base d'œufs de vache. Voilà. C'est un exemple. Bah, je vois pas le problème. Finalement. Bon. Attends, ton micro était coupé. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous souhaiteriez poser avant la fin de ce webinaire ou d'autres réactions? Oui, Delphine? Oui, merci en tout cas beaucoup pour l'organisation de ce webinaire qui était très intéressant avec les différents intervenants. J'avais une question que j'avais indiquée dans le chat. Quels sont les autres IA autres que ChatGPT qui seraient en fait à utiliser et sur lesquels on pourrait aussi avoir une consultation, que ce soit en termes d'image ou de contenu? Il y a Google aussi qui est en train qui fait beaucoup de promotions sur son propre Sur robot d'IA, il Oui, me c'est semble. Gemini, je crois, c'est ça? Tout à fait. Eh ben, bon, alors peut-être pour aiguiller là-dessus, sincèrement, ce que je vous conseille le plus, c'est en fonction de ce que vous voulez faire avec l'IA. Et c'est pour ça que c'est important d'identifier, comme disait Hugues, prenez votre semaine, identifiez en fait où c'est pertinent. Pour l'anecdote aussi, et pour prêcher pour ma paroisse, dans le cadre de la formation qu'on a, on a des chefs de projet IA qui travaillent sur ces sujets et qui accompagnent des entreprises. Et d'ailleurs, dans le cadre de la formation, en fin d'année, on cherche des associations qui voudraient bien se prêter au jeu. Dans le cadre de leur évaluation, les chefs de projet IA choisissent une association et l'accompagnent dans la réalisation d'un cas d'usage IA de j'ai un problème à je le mets en place dans mon quotidien pour que ça m'aide avec les contraintes. Et là, à vous de mettre vos contraintes aussi. Et pour peut-être répondre donc à la question initiale, on pourrait vous donner une liste comme ça, Gemini, ChatGPT, Mistral, Claude, mais le mieux, ça serait peut-être d'aller plutôt sur Perplexity, donc, qui est le moteur de recherche upgradé, et de lui demander, avec vos contraintes, je recherche un outil IA qui respecte RGPD ou qui est français en fonction de ce que vos envies, qui pourrait m'aider à répondre aux appels à projets. Donne-moi la liste des meilleurs outils sur ce sujet. Et là, vous aurez une liste assez exhaustive. Mais en tout cas, en effet, les géants qui se battent aujourd'hui, on est à l'exception d'Anthropic qui propose le modèle Claude. On va retrouver Google, Amazon, Facebook avec Meta. D'ailleurs, Facebook a un positionnement open source. Donc, c'est des modèles qu'on peut télécharger sur son ordinateur ou sur ses serveurs et qu'on peut faire tourner. Bon, il y a plein de problématiques techniques à avoir en face, mais c'est pour vous donner un exemple aussi des possibilités qu'il y a en face de ça. Mais du plug and play, du facile d'usage, je vous invite vraiment à rechercher en fonction de vos besoins. Tous les jours, il y a des dizaines d'outils qui sortent. Yann, une question? Ça donne un peu le vertige, tout ça. Moi qui suis pas du tout là-dedans et qui suis un peu une vieille dinosaure sur ces sujets, c'est impressionnant. Oui, pardon, Guitry, il y avait Yann qui posait une question. En fait, c'est une réaction. Déjà, je voulais vous remercier pour la qualité et puis l'idée même d'avoir proposé cet atelier. Moi, ça m'a beaucoup intéressé. Ma réaction, c'est peut-être que je suis naïf, mais j'ai toujours considéré que la diversité et la créativité n'étaient pas simplement des moyens pour les associations, mais aussi une fin en soi, d'une certaine manière. Et pour le coup, il me semble que, compte tenu de mon expérience avec les associations, depuis ou en association avant d'être au service des associations, cette créativité, cette diversité était essentielle. Et évidemment, aujourd'hui, comme disait Meven dans notre salle tout à l'heure, moi aussi, je suis un peu pessimiste et un peu inquiet avec ces technologies qui arrivent parce que j'ai vraiment là. D'ailleurs, je l'entendais tout à l'heure, comment je vais faire pour pitcher, communiquer, produire des accroches. Ah ben, je vais appeler l'IA.
Bon, alors je vais peut-être prêcher pour ma paroisse, mais il me semble que cette créativité, cette diversité, si on ne veut pas que tous les appels à dons, si on ne veut pas que toutes les associations se ressemblent, c'est d'être un peu attentif et de se dire que peut-être il faut au mieux faire travailler des humains, ou en tout cas des humains qui peuvent utiliser la technologie IA en assistant et produire quelque chose qui soit vraiment spécifique à vos associations et à vos engagements. Moi, si je peux me permettre de rebondir là-dessus, c'est que pour moi, ce qui est important dans l'IA, c'est que ça remplace pas l'être humain. Et c'est plutôt là où je mettrais donc les valeurs, l'éthique. Finalement, c'est l'humain qui restera toujours le garde-fou. Et pour moi, l'IA va venir faciliter, faire gagner du temps sur des choses qui nous prennent beaucoup de temps. Moi, c'est plutôt comme ça que je l'approche et que c'est toujours à l'être humain d'être le garde-fou, de permettre d'apporter sa singularité, de respecter les valeurs qu'on veut porter. Goulven, tu voulais rebondir? Tout à fait. Je pense qu'il y a une notion en fait d'usage. L'IA, enfin, je suis convaincu, l'IA ne va pas remplacer des milliers de personnes du jour au lendemain. Alors, on reste toujours dans cette histoire de progrès depuis le jour où on a inventé le marteau et aujourd'hui l'intelligence artificielle, dans cette volonté d'enlever toutes les tâches et de, de transformer en tout cas la manière, l'approche qu'on a de notre environnement. Mais je me perds, pardon, dans ce que je voulais dire, mais l'usage premier, en tout cas quand je vois ChatGPT, il va pas remplacer une personne entière sur la communication. C'est dans la recherche d'idées, d'accroches, de pitch, moi je le vois comme c'est un rebond supplémentaire. C'est c'est comme un outil qui va nous permettre de ne pas partir de zéro, de ne pas partir d'une feuille blanche. Mais à aucun moment il va pouvoir faire j'ai une idée que je vais pouvoir exécuter et que je vais pouvoir réfléchir. Il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de réflexion. C'est des maths, c'est un outil, et c'est vraiment une chose que j'ai envie en tout cas de partager là-dessus. Donc voilà, orienter usage et orienter outil, ce n'est qu'un outil. Et en effet, il y a une transformation, mais ça ne va pas remplacer des personnes du jour au lendemain. On en est très, très loin et peut-être pour rassurer, quand il y a ces craintes-là, j'invite vraiment à aller voir, la vidéo de Luc Julia, qui est un géant qui a travaillé chez Apple. C'est un Français et qui a une vidéo, qui parle de l'intelligence artificielle n'existe pas. Ça porte très mal son nom et je trouve que des géants comme OpenAI jouent beaucoup sur la communication, galvaudent un peu le terme. C'est bien d'aller mitiger le propos, en allant voir ce genre de vidéo. On va s'arrêter là, il est 12h35. Je voudrais vous remercier encore une fois, Goulven, Hugues, Meven, de nous avoir apporté vos éclairages, vos témoignages. Je crois que tout le monde a appris beaucoup de choses sur ce webinaire. Il sera donc enregistré et disponible dans quelques temps sur notre chaîne YouTube. Et puis, Goulven, tout à l'heure, tu as mentionné le projet donc avec l'école que tu diriges, donc d'accompagnement d'associations sur des projets d'IA. S'il y en a qui sont intéressés pour en savoir plus, vous pouvez nous contacter à la FT44, on vous mettra en lien avec Goulven. Voilà, je vous remercie tous d'avoir été présents jusqu'au bout et je vous souhaite une bonne journée.